Bonjour à tous. La situation actuelle ne nous permet pas de nous retrouver comme à l'accoutumée, mais grâce au virtuel, je vais pouvoir vous présenter les deux conférences du cycle Le temps du bagne. Donc la première va nous mener des galères royales aux bagnes coloniaux et la seconde euh, est intitulée Survivre dans les bagnes coloniaux jusqu'à leur abolition avec Albert Londres et Gaston Manerville. Alors, pourquoi une histoire du bagne? Le bagne a alimenté pendant longtemps toute une mythologie, à la fois littéraire et cinématographique, en passant par le téléfilm même, et jusqu'à une époque récente. Mais c'est à partir du livre de Michel Foucault, publié en 1975, Surveiller et punir, que les études concernant, les études historiques concernant le bagne ont été en somme dynamisées et que l'on s'est intéressé de près sur les formes de cette pénalité, sur ces pratiques répressives que assez longtemps les politiques et bon, les bons citoyens n'ont pas toujours voulu regarder en face. Or, il se trouve que la détention en tant que telle produit beaucoup d'archives. Elle produit beaucoup d'archives parce qu'elle produit beaucoup d'écritures, les procès-verbaux, les interrogatoires, les documents comptables, les registres de condamnés, entre autres, permettent donc d'interroger l'efficacité répressive, en somme, et puis d'approcher de façon sociologique ce qu'était un bagnard, les différents types de détenus. Ceci dit, évidemment, les bagnards sont les grands absents de notre travail. Alors, on peut difficilement s'en étonner puisque on sait qu'ils étaient, pas tous bien sûr, mais quand même pour une grande partie analphabètes, que leur marginalité sociale était grande. Et à part ils ont peu laissé de témoignages, sauf des politiques beaucoup plus éduqués et qui ont laissé des témoignages d'ailleurs très célèbres. On pense bien entendu à Louise Michel. Alors, réfléchir à l'histoire du bagne, c'est aussi réfléchir à la sensibilité d'une époque, aux régimes politiques qui se sont succédés en France, à la société qui a fait qu'ont été déclarés indésirables et rejetés complètement une partie donc des gens qui composaient cette société. Alors pour cette raison, il faut bien comprendre que le bagne n'est pas un morceau de l'histoire, n'est pas une parenthèse, pardon, de l'histoire pénale de la France, mais en est vraiment un très grand pan, une partie importante et qu'il s'inscrit dans une logique qui n'est pas seulement donc la logique de la condamnation, de la peine, mais aussi dans une logique économique, parce que il a été évident assez tôt qu'on pouvait utiliser le corps du bagnard pour le travail. Et au fond, le bagnard, comme son ancêtre, le galérien, eh bien, ont été corporellement la propriété du roi, puis de l'Empire, et puis ensuite de la République. Il faut souligner aussi que le bagne est un phénomène européen. La Grande-Bretagne, la Russie, le Portugal ont eu leur bagne et ces bagnes ont été étroitement liés à la colonisation, au phénomène de colonisation. Car le bagne a semblé à un moment offrir un double avantage, c'est-à-dire offrir une solution humanitaire à l'élimination des indésirables, ceux qui étaient issus des classes dangereuses, en leur donnant peut-être la possibilité de commencer une nouvelle vie en dehors du sol métropolitain et un argument économique donc pour la mise en valeur de ces terres récemment conquises. Donc, je vous présente le sommaire de la première conférence. Nous allons donc travailler sur, dans un premier temps, regarder de près
le temps des galères, ce temps des galères qui a été très long, vous le voyez, il a duré de la Renaissance jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, nous verrons comment ces galères ont donné naissance aux bagnes portuaires. On disait quelquefois aussi, on a dit quelquefois aussi aux bagnes de terre, à partir de la première moitié du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Un coup d'œil sur le bail au temps des Lumières, ça paraît paradoxal, mais c'est compatible, c'était compatible. Ce qu'étaient les bagnes de la Révolution et de l'Empire, et puis leur évolution donc vers le milieu du XIXe siècle. Et à partir de décisions prises sous le Second Empire, eh bien, la mise en place des bagnes coloniaux, les différentes étapes, et enfin les statuts des bagnes coloniaux. Alors, pour commencer, le temps des galères. Alors, d'où vient cette peine des galères? Comment s'est-elle appliquée en France? Dans l'Antiquité romaine, eh bien, on exile, on ostracise, on bannit, mais en aucun cas on imagine que les rameurs de Salamine, qui entonnent le péant, le chant de victoire contre les Perses, étaient des esclaves. Et contrairement à une idée reçue, les rameurs des trières antiques et d'une bonne partie d'ailleurs du Moyen-Âge des navires du Moyen-Âge sont des hommes libres, à la fois rameurs et combattants. Ce sont des citoyens soldats, ce sont des marins professionnels, qu'ils soient byzantins, aragonais, génois. Ces hommes qu'on appelle des galeotti signent un contrat à durée déterminée, mais s'engagent librement, et ceci jusqu'à la Renaissance. Il n'y a d'ailleurs pas tellement de spécialisation entre les navires de guerre pendant longtemps. Les navires de guerre, les navires de commerce, les navires utilisés par la piraterie. Au fil du temps, la condition des rameurs s'est par contre progressivement détériorée pour des raisons à la fois sociales et quasiment technologiques. Alors, une première raison, c'est la rivalité entre les cités maritimes du bassin méditerranéen, de Gênes, de Venise, de Pise, qui aboutit à une véritable course aux armements navals. On a besoin de plus en plus de rameurs. Alors, ces cités vont les chercher, les rafler dans leurs colonies, et ceci s'est passé au détriment des rameurs libres. Ensuite, un autre élément, l'introduction des armes à feu sur les galères. Lorsque les arquebusiers vont remplacer les arbalétriers, cela chamboule absolument tout parce que se trouve sur le navire tout un personnel qui ne va pas toucher aux rames. Sur les grandes galères, ce sont des spécialistes qui s'occupent des grandes voiles, qui s'occupent du pilotage et qui sont beaucoup mieux traités et beaucoup mieux payés que nos rameurs occasionnels. Donc, notre Galeotto, qui savait tout faire sur le navire, qui s'engageait librement, eh bien, à partir du XVe siècle, il se voit utilisé uniquement pour ramer. Comme les galères sont devenues en plus plus grandes, elles sont devenues plus lourdes, eh bien, ce sont de véritables esclaves. Ils vont fournir ce qu'on appelle la chiourme, hein, c'est l'équipage des rameurs. Ils sont enchaînés et attelés à une rame unique. Ils sont enchaînés par 4 ou 5, 7 sur les grandes galères qu'on appelle les réals. Et ce ne sont plus par conséquent des professionnels de l'aviron. Autre point extrêmement important, c'est lorsque la Provence est rattachée au royaume de France en 1481, eh bien, le royaume fait l'acquisition du port de Marseille. Et à partir de ce moment-là, les rois de France, en particulier François Ier et Henri II, ont décidé de se donner une marine, une grande marine, la marine du Levant, et le port de Marseille va être le lieu de grands ports de galères. Très vite, une trentaine de galères vont être amenées ici.
c'est une histoire qui va durer à peu près 3 siècles, hein, jusqu'au temps des Lumières, jusqu'au siècle des Lumières. Donc, quand nos bagnes à terre, nos bagnes portuaires vont remplacer la marine à rame. Et comme c'est la justice royale qui fournit la majeure partie de l'équipage, hein, de la Chio, eh bien, ça fait que l'histoire pénale et l'histoire militaire ont été étroitement, en somme, liées, parce qu'on a eu constamment besoin de galériens qui étaient du coup condamnés à temps ou condamnés à perpétuité, et cette demande en galérien va être proportionnelle aux besoins aux besoins du royaume et un besoin accru au moment des guerres. Et en 1522 ont lieu les premières condamnations aux galères, donc sous François Ier, et officiellement c'est une ordonnance de Charles IX en 1560 qui crée officiellement en somme la Schurm, c'est-à-dire l'ensemble de la troupe des forçats de la galère. Les condamnés aux travaux forcés sont désormais affectés directement, enrôlés dans les galères royales. Alors, pour recruter les galériens, là, ça va être le gros problème, le recrutement. La monarchie adresse des demandes pressantes auprès des parlements. Et comme les capitaines qui étaient propriétaires des galères devaient présenter des lettres patentes émanant de la chancellerie devant les cours de justice, on sait du coup très bien qui était condamné aux galères. C'était une peine qui était prononcée de façon arbitraire. Les condamnations s'appliquaient alors à toute forme de méfaits, les crimes, les vols, les comportements immoraux, mais aussi le vagabondage, le chapardage, les vols de poireaux, bref. Selon le procureur du roi au Parlement de Paris en 1563, c'est une peine qui pouvait s'appliquer à tous les miséreux qui battent la campagne ou qui fréquentent les quartiers malfamés des villes et qui sont donc ce qu'on appellera des gibiers de galère. Alors, tous les moyens sont bons hein, pour fournir la chaume, en particulier les révoltes populaires et les hérésies de grandes pourvoyeuses de galériens. Une anecdote révélatrice, lors de la mise à sac en 1545 sur ordre de François Ier des villages vaudois de la vallée de la Durance et du Luberon, on a quelques 600 villages qui à ce moment-là sont mis vraiment à feu et à sang, pillage, vol, viol, tout ce que vous voulez. Et parmi les instigateurs de ce massacre se trouve le premier président du Parlement de Provence, Jean Mesnier, et le général des galères de France, Antoine de Garde. Un magistrat parisien, obstiné et puis curieux, a enquêté quelques 5 ans après les faits et il a montré que les condamnés, les paysans des communautés vaudoises ont tous été condamnés et destinés aux galères, comme du vulgaire butin, et que certains capitaines des galères s'étaient même rendus sur place afin de choisir les plus robustes parmi les hommes qui étaient là. Il faut dire que les capitaines des galères étaient devenus les maîtres absolus de la chiourme. Ils achètent l'équipage en même temps qu'ils achètent la galère. Ils sont couverts par leur capitaine général. Leur capitaine général est un grand officier de la couronne qui méprise généralement le lieutenant général du siège de l'amirauté de Provence, dont les arrêts ne sont pas plus respectés que les arrêts du Parlement de Paris. Alors c'est un arbitraire qui va durer jusqu'à la prise de la direction de la marine par Colbert au temps de Louis XIV. C'est Colbert qui royalise la marine, pardon. Le roi dorénavant, alors qu'est-ce que ça veut dire? Le roi dorénavant nomme et révoque les capitaines et on sépare les fonctions de commandement militaire et de gestion. L'action de Colbert s'explique par la volonté de Louis XIV de se composer d'une immense flotte de galères, très imposante. Alors, assez curieusement, il est à noter que ce désir s'impose au moment où la marine à voile, où la marine à rame décline devant la marine à voile.
Enfin, c'est comme ça, on a un petit temps de retard. Avec sa poupe, alors elles sont très belles, hein, ces galères, nous les voyons ici, avec cette poupe décorée de sculptures à la gloire du monarque, là, on a véritablement l'apologie du monarque, du roi Soleil, à la fois en roi justicier, puisque ce sont des condamnés qui rament, et puis en roi guerrier. Cette flotte de galères, c'est une sorte d'arme de dissuasion qui s'en va d'ailleurs pas très très loin des côtes, mais qui arrive quand même à intimider les barbaresques. Vers 1690-1710, s'est constitué un corps de galère qui compte 40 unités. Alors, ça veut dire 12 000 rameurs, ça veut dire 3 000 officiers et matelots et 4 000 soldats. Alors, les forçats ont fourni à peu près les 4/5 de la surme. Avec donc, ça suppose qu'un galérien sur 5 ne soit pas un forçat, et c'était généralement un Turc. On allait rafler des Turcs de l'Empire ottoman ou du Maghreb, qui étaient des esclaves, en fait, on les achetait, hein, et ces Turcs étaient très très recherchés parce qu'on disait qu'ils étaient très forts, et on les mettait sur l'avant du navire, hein, pour faire accélérer la cadence au restant des rameurs. Alors, qui sont dans l'ensemble ces forçats? Ils ont été extrêmement nombreux. Ils se sont succédés par milliers, hein, véritablement, sur les bancs des galères de France de 1680 à 1715. 30 000 hommes ont été envoyés aux galères du roi, soit 1000 hommes par an, alors avec des pics très importants au moment des grandes famines, des famines, bon, au moment aussi des guerres, qui justement étaient cause de grandes difficultés économiques. Et on a calculé que dans la longue histoire des travaux forcés, des galères au bagne, jusqu'aux pénitenciers coloniaux, c'est-à-dire jusqu'à leur fin en 1938, eh bien, ces chiffres étaient des maxima absolus. Alors, qui sont ces forçats? Alors, ce sont des malheureux qui sont victimes d'une législation à la fois odieuse et naturellement très impopulaire. On a pu faire le classement que vous avez sous les yeux, évidemment approximatif, mais voilà un petit peu ce que nous donnent les chiffres que l'on a pu trouver grâce aux archives. 45% donc de ces forçats étaient des déserteurs. C'était des soldats déserteurs qui étaient condamnés évidemment par les conseils de guerre. Il faut se rappeler que les hommes, très souvent, on les employait par ruse ou par force, qu'ils n'étaient plus condamnés à mort, évidemment, mais envoyés des rechefs aux galères. Alors, on leur faisait, avant qu'ils partent, l'ablation des oreilles, hein, et puis du nez. Alors, pas complètement, parce que quand on est rameur, il faut quand même pouvoir souffler. Et puis, on leur appliquait la fleur de lys sur les joues. Envoyé à Marseille de 1685 à 1715, on a envoyé 17 000 déserteurs. À côté de cela, 35% de condamnés de droit commun, bon, les vagabonds, les tziganes, hein, il y avait une grande recherche de tziganes, sans autre force de procès, alors qui se côtoyaient avec des criminels, hein. Enfin, tous les misérables qui avaient, comme on disait, une physionomie de galère. Les révoltés de tout poil. Il y a eu par exemple les paysans du Boulonnais qui sont restés célèbres parce qu'ils portaient le nom de Lustucru. Eh bien, ils ont tous été raflés, en somme. Ils s'étaient soulevés contre une nouvelle taxe, assez fréquent en France. Eh bien, ils se sont retrouvés aux galères. Ils ont fait le voyage à pied jusqu'à Marseille. Vous pouvez imaginer dans quelles conditions. Alors, c'était quand même difficile d'organiser une grande
chasse aux vagabonds dans tout le royaume de France. On a donc, c'est pourtant une idée séduisante, hein, mais bon, on a eu recours à un procédé plus efficace qui a duré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. C'est ce que l'on a appelé la chasse aux illégalismes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit évidemment de mettre la main sur les faussonniers, ceux qui font le commerce illicite du sel, afin de ne pas payer les taxes. Également, les illégalismes concernaient le trafic du tabac. Alors, ces illégalismes étaient extrêmement fréquents parce que les diverses provinces de France n'étaient pas taxées de la même façon en ce qui concernait la gabelle. Donc, ça donnait lieu à énormément de contrebande. Et cette chasse aux illégalismes, elle a été pratiquée en particulier par la ferme générale qui a été mise en place à partir de 1680 et qui se faisait, autrement dit, elle affermait les impôts indirects et il fallait évidemment qu'elles rentrent dans leur denier. Il faut signaler aussi les greniers à sel qui étaient une juridiction de premier degré et qui pouvaient envoyer directement les contrebandiers aux galères. Donc, certains se sont laissés prendre à ce niveau-là. Et puis, 4% de protestants, vous allez me dire seulement, eh bien parce qu'évidemment, ils se sont, une bonne partie, c'était quand même, étaient partis et s'étaient exilés. Et ces protestants, eux aussi, on les marquait au fer rouge. Et même quand ils étaient sur les galères, il y avait des aumôniers qui essayaient encore de les convertir. Alors, ce qu'a fait Colbert, c'est d'amorcer une véritable pompe répressive. Il a incité la justice à fournir les galères. Et il a quand même constaté qu'on n'est pas maître des juges. Hein, je cite, c'est quand même une jolie remarque. Alors, les parlements, effectivement, finissent par se faire tirer l'oreille et ce sont les intendants qui ont fini par prendre la relève de la justice ordinaire, un petit peu lassés de la répression. Autrement dit, sous Louis XIV, c'est le besoin en rameur qui a développé la peine de galère. Et encore une fois, il faut le souligner, curieusement, parce que la marine à voile commençait de s'imposer. Au XVIIIe siècle, ça va être un petit peu le contraire. C'est parce qu'on a des galériens qu'on va maintenir pendant au moins la première moitié du XVIIIe siècle, donc, des galères qui sont complètement inutiles sur le plan militaire. Alors, de 1715 à 1748, on va voir justement le déclin des galères. On est passé d'une flotte, en gros, d'une soixantaine de galères à une quinzaine, qui ne sortent pratiquement plus du port. Mais arrivent encore de nombreux condamnés. De 1716 à 1748 à Marseille vont arriver 22 000 condamnés, avec cette fois une répartition sociologique un peu différente, 45% de droit commun, 44% de contrebande et 5% de délits militaires, parce que pendant toute cette période, peu de délits militaires, parce qu'on est en période de paix. En dehors des rares campagnes, eh bien, on vit dans le port de Marseille, c'est ce que nous montre ce tableau. Seuls les plus misérables, les invalides sont confinés pour travailler le coton à l'intérieur d'une manufacture de textile qui est installée dans l'arsenal militaire. Beaucoup aussi sont en semi-liberté, on les voit malaxer la pâte à savon dans les fabriques de la Joliette, on les voit comme ici servir de portefaix, où ils sont employés aux côtés des compagnons, boulangers, charpentiers, menuisiers, forgerons. Bref, finalement, cette main-d'œuvre est utile pour l'économie de la ville, auquel elle semble profiter, parce que pendant toute cette période, on ne relève aucune révolte. Et on continue de condamner à tour de bras. Hein, c'est ce qui est quand même le contraire de ce qui s'est passé au cours du règne de Louis XIV.
Et là, vous voyez une condamnation aux galères en 1755 pour un vol de mouchoirs, hein, pour un vol de mouchoirs. Alors, en ce qui concerne là, ce qui se passait à Marseille, c'était une sorte de petit train-train qui s'était installé. Tout le monde profitait en somme de cette économie pénale, et en particulier les comites, parce que les comites, donc les officiers qui commandent la chiourme, ils avaient le droit d'éviter de tenir des débits de boissons, mais sans payer de taxes. Et du coup, les galériens, ils dépensaient en boissons le peu qu'ils pouvaient gagner dans la ville. Alors, il n'en reste pas moins qu'il faut quand même revenir à la réalité. La mortalité est de 55%. C'est à peine plus, par contre, que la mortalité des bagnes du début du XVIIIe siècle, et c'est moins mortifère, vous le verrez, que dans les bagnes du Deuxième Empire et de la Troisième République. Alors, en 1748, un événement change un peu la donne, c'est la mort du fils du régent, enfin d'un bâtard du régent qui s'appelait Jean-Philippe d'Orléans, et cet homme, toute sa vie, a été passionné par les galères, donc on lui a laissé un petit peu son joujou, d'une certaine façon. Et quand il meurt en 1748, eh bien, on en profite pour prendre une ordonnance qui réunit donc le corps des galères à celui de la marine, et c'est l'acte, or du coup, ça va être l'acte de naissance des bagnataires, hein, parce que la peine de galère va disparaître avec le texte, même si le texte maintient l'existence d'un petit nombre de galères. Alors ces galères, du coup, à partir de ce moment-là, elles ont décliné très, très lentement, hein. Les dernières ont été encore construites vers 1730. Elles ne seront démolies que sous la Révolution et le Premier Empire. Il y en a encore 6 en 1781. Alors, elles prennent l'eau, elles ne servent plus à rien, elles coûtent cher en fait. Pourquoi survivent-elles aussi longtemps? Eh bien, parce que sans doute de vieux officiers font tout ce qu'ils peuvent pour les maintenir, ayant la nostalgie de la navigation à rame. Et on s'en sert aussi, assez curieusement, pour promener les passagers importants, enfin les personnages importants qui venaient visiter le royaume. Un petit peu, c'était une façon de promener les VIP hein, de l'époque. C'est pas très sérieux. L'objectif, quand même, c'est de limiter les dépenses hein, pour le roi. Alors, cette situation oblige effectivement à envoyer la chiourme ailleurs. On l'a donc partagée entre les ports de Toulon, à partir du moment où il n'y a plus de galère, de Brest et de Rochefort. Donc, naissance de ces bagnes à terre. Donc ici, le bagne de Toulon, enfin l'ancien bagne. Alors, le bagne de Brest, dont je dirai un petit mot tout à l'heure, c'est un endroit un peu spécial. Le bagne de Rochefort, dont je n'ai pas de reproduction bien intéressante à montrer. Alors, le bagne, dans ces lieux, les forçats se voyaient affectés à des travaux qualifiés. Dans les arsenaux de marine, on les employait d'autant plus qu'ils étaient payés 2 fois moins que les ouvriers libres. Hein. Alors, le bagne, quand on réfléchit aussi au sens strict, c'est un bâtiment où on enferme les rameurs. À part Brest, ça n'était pas le cas. En France, on vit sur les galères. La seule exception, donc, c'était la manufacture de textiles de Marseille, dont j'ai déjà parlé, installée à l'intérieur de l'arsenal, établie vers les années 1700 pour les invalides, et puis l'exception du bagne de Brest. Alors, les galères semblent donc avoir vécu, mais en fait, elles ont laissé un héritage qui va perdurer jusqu'en 1836. Cet héritage, c'est ce qu'on a appelé la chaîne. Alors, la chaîne des forçats, c'est le convoyage des forçats à partir de leur lieu d'emprisonnement vers les bagnes où ils vont désormais être assignés.
mise en place par Colbert, chargée de fournir de la main-d'œuvre à la marine royale. Elle va perdurer jusqu'en 1836. Alors, nous avons un très, très intéressant témoignage d'un protestant qui s'appelait Jean Marteil, qui, vous le voyez, a écrit ses mémoires, mémoires d'un galérien du roi Soleil. Alors, ce Jean Marteil, ça a été un des 120 000 galériens de Louis XIV. Il est né à Bergerac. Il supportait très mal les persécutions qui étaient consécutives à l'abrogation donc de l'édit de Nantes en 1685. Et avec un copain, nous dirions de nos jours, eh bien, il a décidé de se rendre en Hollande et de traverser par conséquent clandestinement la France. Tous les deux, ils ont été arrêtés à Marienbourg et ils ont été condamnés par le Parlement de Tournai aux galères perpétuelles. Et il a réussi à s'échapper, ils ont réussi à s'échapper. Et c'est en Hollande qu'il a rédigé donc ses mémoires, dans lesquels il raconte tout, hein, les circonstances de sa fuite, sa capture, son jugement, son séjour justement dans un bagne qui se trouvait à Dunkerque et les difficiles conditions de sa vie de galérien, on l'imagine bien. Et puis en même temps, il raconte des aventures, il y a des digressions sur ce qu'il appelle ses frères forçats, et son ouvrage s'achève même par une partie importante intitulée Description d'une galère armée et sa construction, et toute une liste des galériens protestants en 1755. Alors, ce que l'on sait, bien sûr, c'est que les capitaines, les commis, ne vont plus chercher les bagnards. Ce sont des convoyeurs qui sont appelés des conducteurs de chaîne qui s'en chargent. Ce sont des sortes d'entrepreneurs privés qui ont conclu un marché public. Ils reçoivent un forfait. Le roi verse pour chaque forçat une petite somme et ce forfait est touché quand on arrive au port, d'où évidemment la surveillance extrêmement stricte pendant le voyage. L'itinéraire est fixé par l'administration et il y avait 3 grandes chaînes qui partaient de Paris pour Marseille, pour Brest, pour Rochefort, sur lesquelles se greffait toute une série d'ailleurs de branches secondaires, de réseaux secondaires. Alors ça supposait, il faut bien le voir, 5 à 7 semaines de marche, au départ avec des galériens qui avaient donc les chaînes aux pieds, qui portaient quelques 15 à 20 kilos de ces chaînes, qui avaient le collier autour du cou, hein, qui étaient battus, qui étaient rançonnés, et il y avait tout de même une partie importante qui n'arrivait pas au port. Enfin, n'y arrivaient que ceux que la sélection naturelle avait épargnés. Alors Jean Marteil nous fait ce récit précis d'un convoyage, justement. Il raconte ceci. Le jour du départ, d'étranges caravanes prennent le chemin vers Marseille. Pour la chaîne de Paris, par exemple, elle rassemble les forçats jugés dans la moitié septentrionale de la France. Avec des étapes quotidiennes de 25 kilomètres, elle rejoint Dijon au bout de 2 semaines et 4 jours plus tard, Châlons. On embarque les forçats sur la Saône. À Lyon, la grande chaîne change de fleuve, on descend le Rhône sur des barques plates jusqu'à Avignon. Et puis après, on part à pied. Hein. Cette descente sur le fleuve dure environ 10 jours à cause d'intempéries, à cause du froid, du vent, des courants et des inondations. Donc, et justement, cette dernière étape de 4 jours, c'est 100 kilomètres depuis Avignon. Alors, il faut imaginer qu'à côté de ce voyage, il y a les problèmes de la faim. On n'a rien à manger. Il y a un quignon de pain, il y a une petite mesure de mauvais vin, une once de fromage. Bon, alors c'est toujours pareil. Ceux qui ont un peu d'argent arrivent à se procurer un petit peu d'aliments, mais qu'ils achètent très cher, évidemment. Ils doivent passer par l'intermédiaire du capitaine de la chaîne qui se sert, tandis que l'ensemble des forçats, en gros, crèvent de faim. Et il ajoute, Jean Marteil, il faut aussi payer pour échapper aux coups de crosse,
au bâton, ou encore payer pour une faveur de transport en charrette. Ah, c'était l'ultra-luxe. Et à l'arrivée, il a cette phrase qui fait froid dans le dos: on nous tâtait partout, ni plus ni moins que des bœufs gras qu'on achète au marché. Il y a la visite médicale, cet examen des corps qui est une humiliation, hein. L'inscription dans le grand matricule qui est le fichier central des galériens. Il y a le fait d'être mis complètement nu et de devoir revêtir le costume du forçat. Et il faut, on se retrouve par conséquent, on va se retrouver par conséquent sur une galère avec donc des gardes-chiourmes, les soldats, des hommes de maintenance et quelques officiers. Alors cette chaîne de forçats, c'est un archaïsme, et cet archaïsme va se maintenir jusqu'en 1836, à un moment où on va commencer de réfléchir un petit peu justement sur le sort des bagnards. Alors, pendant cette période, en raison de la guerre d'Amérique, on a une demande accrue de bateaux et on a donc une demande accrue d'un grand nombre d'ouvriers, d'où l'idée de se tourner vers la réserve de main-d'œuvre bon marché que constituent les soi-disant galériens. Et on assiste à une exploitation de plus en plus rationnelle et de plus en plus intensive, donc des forçats qui vont se retrouver à travailler à Toulon, à Brest, avec des ouvriers libres d'ailleurs, et à ne plus servir uniquement de manœuvre. Et c'est intéressant de voir que la construction et la conception du bagne de Brest a été assez emblématique de cette évolution. Alors, de quoi s'agit-il? Le bagne de Brest, son architecte est un ingénieur qui s'appelait Choquet de Lindu, pardon. Et il a laissé des plans de son bagne aux archives. Heureusement, parce que ce bagne de Brest a été détruit en 1947. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant? Parce que il a conçu un bâtiment qui finalement joignait trois préoccupations. Une première préoccupation, c'est la préoccupation de surveillance. C'est un bâtiment que Michel Foucault a appelé panoptique, c'est-à-dire qu'on peut le surveiller à partir du centre. Le deuxième temps, c'est que le forçat ne s'évade pas. Par conséquent, le bâtiment était entouré de tout un système de murailles et d'un mur absolument infranchissable. Et enfin, il y avait un troisième temps qui était le souci de la salubrité. Souci de la salubrité, ce qui fait que on avait multiplié les latrines, multiplié les citernes, les fontaines. On avait même mis en place un système d'aération. Alors, non pas évidemment afin de parvenir, enfin de faire un hôtel 4 étoiles, mais donc d'une certaine façon, de mieux punir, hein, toujours punir, mais mieux punir, parce que la discipline restait absolument totale, hein. Le travail qui était intense devait permettre la réhabilitation de l'individu. Et il fallait des châtiments qui soient utiles à la société, et d'ailleurs tout à fait, nous sommes au temps des Lumières, c'est tout à fait la conception de Voltaire. Il faut construire des routes, que ces bagnards construisent bon, des routes, construisent soit employés aux travaux publics, hein, construire des canaux. Par conséquent, le bagne du temps des Lumières, c'est un bagne qui à la fois implique un certain souci d'un certain bien-être du galérien, mais en même temps veut utiliser de façon extrêmement rationnelle sa force de travail. Et on voit même la monarchie s'intéresser justement au problème du bagne. Il y a une ordonnance de 1775
qui est publiée par le roi. C'est une ordonnance qui s'intéresse au sort des bagnards. Donc punir moins mais punir mieux, c'est Michel Foucault qui le dira, dans l'idée que on peut, vous voyez, récupérer, certains hommes sont récupérables. Il faut conserver à la société des hommes qu'il suffit de punir pendant un certain temps pour les ramener entièrement à leur devoir. Il faut les conserver à la société. Hein. Et la punition, il y a l'idée quand même que la punition doit être temporaire. Contre l'opinion d'ailleurs des commandants, des comites, eh bien, on commence de classer, on essaye de classer un petit peu les forçats parce que le grand grief, c'est de mettre ensemble des voleurs de poules et puis de véritables criminels. Alors, l'habit, en somme, fait le forçat, nous dit la légende de cette petite gravure. On emploie les couleurs pour indiquer les différences de durée de peine et de dangerosité. Donc le rouge pour les récidivistes, ceux qui sont condamnés à un temps particulier. La perpétuité, c'est le bonnet vert. Alors les deux manches jaunes, là, c'est vraiment ceux qu'on appelle les grands suspects. Donc c'est un début qui est de sensibilité au sort du forçat que l'on voit d'ailleurs dans la correspondance administrative. Les forçats ne sont plus des scélérats, des canailles, on n'a plus le cynisme du XVIIe siècle avec Colbert, mais on a finalement des bagnards qui deviennent des malheureux. Pour lesquels il faut faciliter le retour à la société. Et c'est ainsi que l'on va penser qu'il faut donner au forçat, quand il est condamné à temps et qu'il est libéré, un peu d'argent, en somme, pour pouvoir mieux se réintégrer. Et c'est l'intendant général qui a mis en place cette mesure au niveau du bagne de Toulon. Et il a eu cette très heureuse formule, il a dit que, parce qu'il était très critiqué, donner de l'argent à un forçat qui est libéré, cela paraissait ridicule. Et en fait, il a dit très justement que c'était une mesure de salubrité publique. Voilà où nous en sommes à la fin du XVIIIe siècle, en plein moment des Lumières, au moment où va éclater la Révolution, suivie donc du Premier Empire et des régimes que vous voyez ici. Nous allons maintenant voir toute cette période, survoler toute cette période, tout d'abord en commençant bien sûr par la Révolution. Alors, on pouvait attendre beaucoup de la Révolution en ce qui concernait le bagne. On pouvait attendre beaucoup, et c'est vrai qu'il y a eu de très grands débats, il y a eu des projets, une grande confrontation de projets, que la Révolution a commencé de mettre en place un code pénal, mais qu'elle n'est pas allée au bout, autant que je sache, code pénal en 1791, et que justement, qu'est-ce qu'elle a fait la Révolution à ce moment-là pour les bagnards? Elle a supprimé complètement la peine de galère, elle l'a remplacée par les fers. Elle l'a remplacée par les fers, c'est-à-dire que les condamnés se voyaient par conséquent employés aux travaux forcés au profit de l'État, par l'article 6 d'ailleurs de ce code pénal. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cet article, cette transformation, ne donnait pas à la marine la mainmise sur les condamnés. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il faut signaler en plus l'absence de décret d'application justement de cet article 6, et puis de tout ce qui concerne l'organisation pénale. Alors, le problème de la Révolution, que la Révolution a très vite rencontré, c'est le problème de l'engorgement des prisons.
enfin des maisons de force, des maisons d'arrêt, parce que le terme de prison n'est certainement pas le terme encore adéquat à ce moment-là. Que faire de ces milliers de condamnés qui se sont peu à peu entassés? Donc, le problème est ardu. Et le premier qui va proposer une solution, c'est le ministre de la Marine et des colonies. Il s'appelle Pierre Victor Malouet. Il avait d'ailleurs des propriétés, des plantations dans l'île de Saint-Domingue. Il était à la tête d'un véritable lobby et il propose de se charger de cette population de condamnés avec une logique qui est imparable parce que la marine possédait à la fois les lieux pour loger ces condamnés, c'est-à-dire les bagnes, et puis d'autre part possédait la possibilité de les convoyer, hein, c'est-à-dire de les amener dans les bagnes par la chaîne, par la fameuse chaîne. Autrement dit, la boucle est bouclée et on voit la révolution malgré ces projets, eh bien conforter, maintenir du moins une institution répressive de l'Ancien Régime directement issue des galères du roi, alors que pas mal de critiques, parmi les plus perspicaces, avaient quand même pensé qu'il fallait améliorer ce système pénal d'Ancien Régime. Certes, le bagne de la Révolution n'a pas la même clientèle que celui de l'Ancien Régime. Il n'y a plus de condamnation pour illégalisme. Il y a, alors les faussonniers, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, que la contrebande n'existe plus, mais ces faussonniers, d'une part, ils vont rejoindre très largement les rangs des chouans. Et la première chose. Et puis, on a élargi les condamnés politiques. On a élargi des condamnés politiques qui avaient déjà fait 24 ans de bagne. Et puis la situation a permis aussi à moult truands de s'élargir tout seuls. Et ces gens-là, on va les retrouver plus tard dans ces bandes qui vont mettre le pays à feu et à sang au moment du directoire, ces bandes de brigands qu'on appellera les chauffeurs. Alors, si bien qu'en 1795, quand on regarde le chiffre à peu près de la population pénale, eh bien, on voit seulement 4000 bagnards. Évidemment, ils étaient tous un peu dehors. Alors, en conclusion, la Révolution a apporté peu de changements et dans l'ensemble, les habitudes des galères ont perduré. Hein. Les plus débrouillards des forçats ont continué à aller et venir dans les arsenaux, à continuer leur trafic en ville, tandis que l'ordinaire de la vie quotidienne a été absolument lamentable. La République, d'ailleurs, se montre assez bonne fille hein, au niveau des bails, puisqu'elle en crée de nouveaux. Elle en crée, c'est donc Lorient, c'est Le Havre, c'est Cherbourg. Et puis, il faut signaler également, alors dans les républiques sœurs, au moment du directoire, on a créé des bagnes en utilisant les bagnes de la papauté à la Spezia et les bagnes de la République ligure à Gênes. Alors ça, c'était de vrais bagnes, hein, avec des bâtiments. Donc, on multiplie les bagnes. Le Grand Empire napoléonien va lui aussi aller dans ce sens-là, ça c'est beaucoup moins pour nous étonner. Alors, un bagne à Nice, un bagne à Villefranche, un bagne à Anvers. Leur nombre donc a été doublé, en gros, vous voyez, pendant la période Révolution et Premier Empire. Sur le plan de la législation, en 1810, les fers ont été remplacés par les travaux forcés. C'est à peu près tout. Alors, le résultat, c'est que sous l'Empire, on a quand même beaucoup de bagnards. On avait 15 000 bagnards en 1812, on en a eu 16 000 en 1815, ce qui a supposé un surpeuplement absolument abominable des lieux et une composition sociale également différente, hein, en raison d'une part de la peur sociale qui était née des émeutes de Germinal de 1795, et puis
le souci du directoire en ce qui concerne la protection de la propriété fait qu'on devient absolument irascible en ce qui concerne un bris de clôture, par exemple, une intrusion dans une propriété. Tout ça, c'est qualifié très vite de crime. Hein. Jean Valjean, c'est pas seulement un mythe littéraire. Hein. La loi sur les circonstances atténuantes n'a été mise en place qu'en 1832. Donc les maraudeurs, les voleurs de poules, les petits truands forment toujours le gibier habituel des bagnes. Et donc le retour d'une criminalité ordinaire, mais il y a aussi pas mal, le chiffre on l'a pas de façon extrêmement précise, mais on sait qu'il y a beaucoup de déserteurs parce que la conscription a été sévère en raison des guerres incessantes sous l'Empire, et puis en raison aussi des troubles sociaux que cela impliquait, de la contrebande, puis aussi des actes de résistance politique auxquels on a répondu justement par l'envoi au bagne. Et là aussi, une anecdote entre guillemets, en 1809, 300 francs-tireurs allemands ont été jugés à Mayence comme pour acte de résistance contre l'Empire et envoyés au bagne de Toulon. Alors, plus que jamais, là aussi, on tombe sur un paradoxe assez fréquent. La France, la révolution, la France, hein, en lutte contre le tyran, en lutte contre le despotisme, a besoin de bagne. Et c'est une main-d'œuvre qui est étroitement soumise donc à l'État. On va toujours la chercher par la chaîne, pratiquement. Et dès 1815, donc, on va se retrouver avec ce chiffre de 16 000 bagnards, un record, et puis peu à peu, une période de paix relative se mettant en place avec la Restauration et la monarchie de Juillet, eh bien, on va voir la population donc de bagnards diminuer de 16 000 en 1815, on va passer à 9 000, puis 6-7 000 individus lorsque l'on va fermer justement le bagne de Lorient en 1830. Et les années 1830-1848, la Restauration et la monarchie de Juillet, ce sont des moments qui voient donc la fin du bagne vraiment d'Ancien Régime. Et c'est un moment aussi où il y a des philanthropes, où il y a des médecins qui visitent les bagnes, et qui visitent les prisons avec un grand désir de réforme. Qu'on se souvienne, sous la monarchie de Juillet, d'un Tocqueville qui va aller visiter justement les prisons américaines pour voir ensemble comment on s'y prend là-bas d'une certaine façon. Il y a donc tout un souci là, un souci politique très important qui va amener à impulser des réformes, une série de réformes. Dans ces philanthropes, je voudrais signaler, parce que c'est quand même assez intéressant, un philanthrope qui a eu une place éminente, il s'appelait Benjamin Appert, et Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, en a fait un de ses personnages fictifs. Il en fait d'ailleurs un visiteur de prison, ce qu'il était dans la réalité. Le restant de son temps, Benjamin Appert le consacrait à ce qu'il appelait l'enseignement mutuel. Alors, des réformes qui vont être mises en place. Des réformes, vous voyez, je les ai listées. Ensuite, je vais les illustrer un petit peu, ces réformes. À partir de 1820, classer, punir et toujours convoyer jusqu'en 1836. Alors, mieux surveiller. Mieux surveiller, c'est une réforme de 1820. On crée donc un nouveau corps de surveillants, un corps hiérarchisé, un corps militarisé, qui coupe d'ailleurs cette espèce de vieille familiarité, si on peut dire, qu'il y avait entre surveillants et forçats. C'est la fin des comites. Hein. Les surveillants sont dépendants des commissaires du bagne, on ne fait pas ce qu'on veut. Les commissaires du bagne, des patrons des établissements pénitentiaires,
et ils sont mieux équipés pour réprimer les révoltes. De la violence, du comportement, de la violence éventuelle de ces surveillants, nous n'avons pas de témoignages écrits vraiment exploitables. Surveiller, également classer les forçats. Alors là, je suis allée un petit peu vite. Alors, c'est parce que, enfin, non, c'est toujours la surveillance ici, toujours la surveillance. Vous voyez en particulier, alors les documents qui vous sont présentés, ces aquarelles, elles sont tout à fait remarquables. Elles sont dues à un forçat, un bijoutier de son métier, qui s'appelait Jean-Joseph Clémence, qui avait été condamné au bagne de Rochefort pour escroquerie, etc. Et cet homme nous a laissé un manuscrit de 221 pages, hein, et 46 aquarelles, très précisément, des aquarelles avec des tons très vifs, tels que vous les voyez ici, qu'il a exécuté pendant sa peine et qui décrit absolument toute la vie quotidienne. Il montre ici la fameuse salle Saint-Gilles du bagne de Rochefort, où on voit les bagnards alignés sur cette planche faiblement inclinée qu'on appelait le tolas, sur laquelle on dormait. On était rivé à une longue tringle de fer appelée le ramasse. La manille avec l'anneau était passée donc était fixée donc à cette chaîne. Et vous imaginez évidemment l'inconfort d'une telle situation. Et puis ici, il simule, je crois qu'il s'amuse un peu, parce qu'il simule justement une évasion qui semble avoir très très peu de possibilités de se réaliser. Donc surveillance absolument constante, nuit et jour. Et puis on s'est dit que si on classait les forçats, eh bien peut-être il y aurait moins de violence, on améliorerait un petit peu la vie à l'intérieur des bagnes. Alors on a pensé à un premier type de classement qui était un classement géographique. C'était un classement, alors, on obéissait, pardon, jusque-là à un classement géographique. C'est-à-dire qu'on mettait les forçats qui étaient près de Brest, de Rochefort, de Toulon, bon, ils étaient affectés dans ces bagnes-là. Alors on a eu l'idée justement, donc on mélangeait tout le monde. Alors on a eu l'idée de classer les forçats par durée de peine. Durée de peine, moins de 10 ans à Toulon, un petit peu plus ailleurs, voilà. Mais alors, autre inconvénient, on est tombé sur un autre inconvénient, qui est le fait que ça a multiplié évidemment les convoyages. Donc ça n'a pas été une très très grande réussite. Et puis, plus intéressant, une classification morale. Classification morale, entre guillemets, alors avec différentes salles concernant la conduite de ces bagnards. Il y avait une salle des éprouvés. Alors les éprouvés, c'est ceux dont on pouvait penser à un amendement. C'était une sorte de purgatoire, si vous voulez. Alors il y avait par contre une salle des indociles qui relevait quelque peu de l'enfer, vous l'imaginez. On a fait régner finalement dans ces bagnes à ce moment-là une sorte de caporalisme moralisateur qui est pas très loin de celui qui régnait dans les lycées, dans les casernes, voire même dans les hôpitaux, d'une certaine façon. Donc voilà un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Tout en punissant toujours de façon extrêmement rigoureuse. Et Jean-Joseph Clémence nous montre justement une bastonnade donnée par les forçats eux-mêmes à un de leurs congénères. Et on sait aussi que la peine de mort était prononcée. Et Jean-Joseph Clémence nous raconte l'exécution d'un révolutionnaire italien en 1837 qui s'appelait Gavioli, qui a été exécuté à Rochefort. Donc voilà, on a essayé aussi d'aménager un petit peu le travail, c'est-à-dire de faire la distinction entre les travaux légers, ceux qui étaient soumis aux travaux légers, et puis
ceux qui étaient soumis ce qu'on appelait la petite fatigue, et puis alors les travaux les plus durs, la grande fatigue. Alors là, on affectait à ces travaux de grande fatigue des tâcherons, hein, des manœuvres urbains, des manœuvres agricoles. Il y a eu une sorte de division, en somme, du travail. Hein. Et puis, on s'est aussi préoccupé de savoir ce que coûtait le bagne, bien sûr, hein, de ce que coûtait le bagne. Et on essayait d'équilibrer un petit peu les dépenses d'un bagne à l'autre. Et en 1830, par exemple, on sait que les grands chantiers du port de Toulon permettaient d'équilibrer les dépenses faites dans les autres bagnes. Et c'est ainsi que dans un rapport au roi sur le budget de la marine, on a pu écrire, je cite, un grand principe d'amélioration dans l'habitude imprimée d'une vie laborieuse et régulière, dans l'application à des travaux d'art qui occupent l'esprit et adoucissent la vie du condamné sont nécessaires. Donc rationaliser pour mieux punir, en somme, hein, mieux punir, comme le disait Michel Foucault. Alors, on voit qu'il est difficile d'aller jusqu'à une image d'Épinal, mais malgré tout, dans ces bagnes de la Restauration, dans ces bagnes de la monarchie de Juillet, on a pu voir se côtoyer, donc là aussi, assez largement, des bagnards et des ouvriers libres. Et les forçats qui étaient des vieux chevaux de retour, qui avaient fait beaucoup d'années de bagne, disaient qu'ils préféraient 1000 fois aller au bagne, être condamnés au bagne, plutôt que d'aller dans les maisons d'arrêt, dans les maisons centrales, où on vivait de façon encore beaucoup plus militarisée et en vase clos. Enfin, dernière preuve, entre guillemets, si je puis dire, d'humanité, c'est la fameuse suppression de la chaîne en 1836. Alors, le voyage de la chaîne, j'ai déjà fait allusion avec l'histoire de Jean Marteil, donc il avait très bien décrit, et c'est l'abolir, c'est abolir ce qu'un historien a appelé abolir l'affect supplice de la familiarité multiséculaire entre la population et le condamné. Abolir un supplice à la fois ostentatoire, cruel et éclatant. Le voyage de la chaîne, c'est le grand spectacle. Il faut imaginer qu'une à deux fois par an, en plein 19e siècle encore, les condamnés aux travaux forcés, un collier de fer rifté au cou, vous le voyez bien ici sur cette gravure, enchaînés deux par cordon de 24 ou de 26 hommes, partent donc le plus souvent d'ailleurs de Paris pour rejoindre les bagnes de la marine. Alors c'est un service très très codifié qui fonctionne selon un marché conclu avec des entrepreneurs privés qui se chargent absolument de toute l'opération. La conduite, la nourriture, le logement, le paiement des gardes, l'habillement, bon, moyennant une somme forfaitaire. Et l'entrepreneur est passible à ce moment-là d'une très forte amende pour chaque homme de la chaîne qui parviendrait à s'évader. C'est ce qui explique donc encore une fois les précautions très sévères que l'on prend pour entraver les mouvements des forçats dans ces voyages. Alors les évasions sont extrêmement rares, hein, quel que soit d'ailleurs le régime politique, hein, sauf sous la Révolution, lorsque Toulon a été aux mains des Anglais et des royalistes, mais là, bon, c'est un peu spécial. Alors le voyage du convoi a été réglé de façon très officielle par des échanges entre l'administration, le ministère de l'Intérieur, des arrêtés préfectoraux et les mairies. Un commissaire de la marine accompagne chaque chaîne, un médecin également, un officier de santé, parce qu'au XIXe siècle, on refuse quand même qu'arrivent à bon port des invalides ou que meurent en route des forçats. Alors cela commence, alors voilà, hein, donc c'est une carte de la chaîne qui de Paris allait à Brest
et on voit que se greffe effectivement un certain nombre de réseaux secondaires. Vous avez ici toutes les étapes de cette chaîne, les étapes où sont prévus les repas, où sont prévus donc les nuitées, hein. Donc tout est absolument codifié. Et cela commence de la façon suivante. C'est le fameux ferment qui se passe à Paris dans la cour de Bicêtre. Alors, il y a toujours de très nombreux, alors il y a les officiels, mais il y a toujours de très nombreux spectateurs qui sont aux fenêtres, alors aux fenêtres voisines pour les dames, hein, elles ne sont pas admises évidemment en tant que telles. Il y a généralement sur ces lieux-là des philanthropes comme Benjamin Appert, des curieux qui ont obtenu une autorisation. C'est le cas de Victor Hugo en 1827 qui vient avec son ami le sculpteur David d'Angers. Alexandre Dumas en sera aussi. Et dans le journal d'un condamné, Victor Hugo donc peut traduire ce qu'il a vu. Hein. J'ai vu ces jours passés une chose hideuse, écrit-il. Il était à peine jour et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer des verrous et les cadenas. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Dernier jour d'un condamné. C'est un spectacle. Ce spectacle commence donc de la façon suivante, par cette sinistre mise en scène, nous dit Alexandre Dumas. Le ferment est déjà quelque chose de dangereux. Hein. Bon, on imagine très bien ce que peut ressentir le bagnard à ce niveau-là. Et puis, autre humiliation, toujours pratiquée, se mettre à nu, entièrement nu, pour revêtir l'habit des bagnards. Vidocq, le bagnard devenu policier célèbre, hein, eh bien, nous a laissé beaucoup, toute une série de témoignages à ce niveau-là. Alors, cette journée de ferment, donc, est un grand spectacle. Et le soir, vers les 18h, eh bien, on livre la cour de la prison de Bicêtre au forçats. C'est ce que l'on appelle le sabbat des forçats. Les forçats peuvent se défouler, peuvent s'invectiver, peuvent donc courir, danser. Enfin, effectivement, il faut imaginer quelque chose de dantesque hein, dans ce spectacle. Il y a des chants, il y a de la colère qui s'exprime avant de partir pour la traversée de la France en charrette. On a utilisé les charrettes à partir de la Révolution. Hein. Des charrettes qui étaient faites pour transporter des tonneaux, autrement dit, elles n'étaient pas d'un confort extraordinaire. Donc, pour rejoindre Toulon, on passait par Châlons et on empruntait la voie fluviale sur la Saône, sur des petites barques à fond plat qu'on appelait des penelles. Alors, il y a une petite anecdote qui nous a été transmise par Monsieur Huet et qui a été consignée dans le journal de Saône-et-Loire en 2011, très exactement. Il a retrouvé des registres de la ville, donc de Châlons, qui font état de la venue et de la halte au mois d'avril 1794, donc de la Chaîne. Le conseil municipal et puis son maire, qui s'appelait Charles Pion, ont chargé de trouver un espace municipal pour entasser quelques 200 galériens. Alors, il y avait guère que les églises désaffectées, hein, et le choix s'est porté sur l'ancienne église Sainte-Marie, qui était rue de Germigny et qui était fermée depuis 1791. Alors, ce qu'on sait, c'est que la chaîne est restée plusieurs jours, car le 8 mai, un membre de la Société populaire chalonnaise monte à la tribune en disant que c'est inadmissible, que les galériens sont entassés comme des sardines et qu'ils demandent de l'aide. Alors en vain, on est passé à l'ordre du jour, semble-t-il, hein, sans trop s'appesantir sur cette demande. Mais le 10 mai, quand même, dans un moment d'humanité, on a déféré le boulet qui les reliait deux par deux et qui les gênait évidemment beaucoup,
pour se coucher. Et puis, sur recommandation d'un médecin et officier municipal qui s'appelait Pochard, on a déféré 5 condamnés qu'on a jugés dans une maison de correction, les a mis dans une maison de correction, parce qu'ils ont été jugés trop malades pour continuer le voyage. Et on lit dans une délibération du 8 septembre 1794 que ces 5 détenus s'y trouvent encore. Alors, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ils ont peut-être dans la population chalonnaise des descendants. Alors, c'est une anecdote, mais en dehors de l'anecdote, il faut quand même se dire que c'est une humiliation sans cesse renouvelée que ce passage de la chaîne. Au départ, on pouvait imaginer qu'elle avait une vertu pédagogique. Hein. Si t'es pas sage, tu vas devenir bagnard, et puis voilà ce qui va t'arriver. Mais cette chaîne traversait donc les différentes régions de la France, avait tissé directement presque avec les populations un lien, un lien et de familiarité qui s'est exprimée par de très nombreuses chansons. N'ayez pas peur, hein, de pas prendre, je ne vais pas vous asséner des chansons, mais on peut les trouver et elles sont extrêmement intéressantes. Finalement, en 1836, on a supprimé cette chaîne en disant que, je cite, c'était une nécessité morale. Et ce qui fait que des dizaines de milliers de Français n'ont pas pu continuer de jouir du spectacle de criminels enchaînés, humiliés et traités comme des bêtes de somme. Car il y a évidemment un voyeurisme absolument patent dans le fait de venir voir ce spectacle. Lorsqu'il y a eu le dernier, en 1836, lorsqu'il y a eu le dernier ferment, le dernier départ de la chaîne de Bicêtre, l'on sait que 40 000 personnes étaient présentes, qu'il y avait sur place 1500 équipages élégants hein, qui attendaient de voir en somme le dernier spectacle. Alors les dames n'étaient pas directement donc ne faisaient pas directement partie des spectatrices parce que comme vous le savez les nerfs des dames ne peuvent pas supporter un spectacle aussi épouvantable, seuls les hommes le peuvent. Donc voilà ce que c'était que ce souvenir fascinant de cette chaîne qui s'arrête en 1836, platement remplacé par un fourgon cellulaire. Alors les voilà toutes ces transformations, les voilà toutes ces transformations donc sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Toutes ces transformations qui finalement, quand on réfléchit bien, apportent des améliorations, certes, mais dans l'ensemble, ce qu'on peut appeler des améliorations à la marge. Hein. En dehors donc du bagne de Brest, ce sont des lieux où la vie est épouvantable. Hein. À Rochefort, par exemple, alors à Toulon, les pontons, on vit sur les pontons, hein, on vit sur les pontons, hiver comme été, donc il faut imaginer un petit peu cela. À Rochefort, ce sont 2 salles extrêmement exiguës. Les épidémies font absolument rage parce que la région de Rochefort était encore à ce moment-là une région de malaria. Donc, ce sont des améliorations qui jouent, je dirais bien, d'une certaine façon, à la marge. Elles ont sans doute le mérite d'avoir existé, en particulier la suppression de cette fameuse chaîne. Alors, ce qui va modifier la situation, l'existence des bagnes métropolitains, c'est une idée déjà ancienne qui est l'idée de la transportation des forçats. Transportation des forçats, c'est un phénomène qui ne nous a pas été propre, c'est un phénomène assez précoce, un phénomène européen,
un phénomène précoce parce que François Ier, déjà, en 1540, a envoyé des convois de prostituées et de criminels au Canada. En 1557, Henri II a fait la même chose en Corse. Et la Grande-Bretagne, la première, a voté donc le Transportation Act en 1717 qui a permis d'envoyer alors d'abord 40 000 condamnés, les convicts, on disait, en Amérique du Nord. Et puis, quand il y a eu l'indépendance des 13 colonies, il a fallu changer de place et on a décidé de transporter ces condamnés dans l'endroit le plus lointain par rapport à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Australie. Et c'est Lord de Sydney qui s'en est chargé en fondant à Botany Bay, donc le premier bagne, en somme, colonial anglais, colonie pénitentiaire, tandis que pratiquement d'ailleurs absolument partout en Europe florissaient les colonies pénales. Alors la France a suivi le mouvement une première fois en 1819 en envoyant des colons, ça a été quelques colons, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis ensuite, un premier essai concernant la Guyane en 1763, à Kourou très exactement. C'est-à-dire que les colons à ce moment-là qui ont été expulsés par les Anglais en Amérique du Nord, eh bien c'est là qu'on les a envoyés. On en a envoyé 12 000 qui sont morts de malaria. Les 2 tiers sont morts de malaria très rapidement. Donc ça n'a pas été bien sûr un succès. La Révolution française a réactivé l'idée de déporter en somme les ennemis du régime. Et ceci dès 1791. Hein. Et je cite la phrase du député Cambon devant la législative en août 1792, disant devant ses collègues, hein, il s'agit de faire renaître à la vertu les hommes que des besoins impérieux ou de mauvais exemples ont corrompu, tel est l'emploi que l'on peut faire de cette partie de la Guyane. Donc, il s'agit de destiner de nouveau à la Guyane les ennemis de la République. Et c'est ainsi qu'on va y envoyer en 1795, ironie du sort, des montagnards. Billaud Varenne, qui va réussir à s'échapper d'ailleurs et à mourir à Saint-Domingue, Collot d'Herbois, qui par contre y est mort, et puis des condamnés au moment du coup d'État de Fructidor en 5, en particulier, alors Pichegru, qui s'est échappé aussi, et puis Barbé-Marbois. Alors l'histoire de Barbé-Marbois est intéressante parce que Barbé-Marbois va y rester 2 ans. Et quand il va y revenir, il ne va pas cesser de militer contre la transportation justement des forçats, et en particulier donc en Guyane. Barbé-Marbois, par la suite, a fait une carrière tout à fait honorable, puisqu'il est devenu ministre du Trésor en 1802, il est devenu ministre de la Justice en 1815, et ensuite, sous la Restauration, il a intégré la Chambre des Pairs. Alors, il se trouve que cet homme est mort, quasiment centenaire. Il est mort en 1837. Et tant qu'il a vécu, comme il menait une campagne extrêmement active contre la Guyane, personne n'a osé finalement réactiver le projet. Alors, et quand il meurt en 1837, eh bien, on va naturellement y repenser. On va y repenser, malgré la réputation quand même, là on est parfaitement au courant, hein, épouvantable qu'avait la Guyane, guillotine sèche ou guillotine verte, on a employé les 2 termes. En tous les cas, le directoire avait déporté, en somme, très exactement 329 déportés politiques, il en est mort quand même 172. Donc, on sait que la Guyane n'est pas un lieu véritablement où on peut s'esbaudir tranquillement. Mais que choisir pour la transportation?
Ben, que choisir, c'était pas évident. Et figurez-vous qu'on a beaucoup réfléchi. Les Antilles, c'est trop petit. L'Algérie, on va voir qu'on s'en est servi pour les bagnes militaires, mais on a décidé très vite d'en faire une colonie de peuplement. Qu'est-ce qui restait? Le Sénégal, trop de mortalité. Bref, de nombreux facteurs ont poussé à refaire le choix de cette colonie. Et puis en France, il faut dire aussi que ce que nous avons vu là sous la monarchie et sous la monarchie de Juillet, la Restauration, ce qu'on peut appeler la véritable utopie carcérale, celle qui était la pensée de Benjamin Appert, véritablement, eh bien, va peu à peu s'effilocher. On va au contraire condamner le bagne, hein, et les bagnes vont être dénoncés, je cite, comme une œuvre de charité fondée en faveur des voleurs et des assassins. Et on va se mettre beaucoup à craindre la récidive. En 1826-1827, déjà, les conseils généraux de 41 départements ont demandé non seulement la transportation des condamnés aux travaux forcés, donc en cours de peine, mais aussi la transportation des forçats libérés. Hein. Donc on voit bien que la philanthropie a cédé la place à une philanthropie plus réaliste, hein, qui n'est pas du tout décidée à sacrifier à une sorte de vague humanitarisme la tranquillité, la sécurité des citoyens et des honnêtes gens. Il ne faut pas oublier non plus, je crois, que le 19e siècle est c'est le grand cycle de l'hygiène. C'est-à-dire qu'on repousse au propre et au figuré les foyers d'infection, du coup, que sont les bagnes. Les bagnes, ces ultimes avatars des galères. Hein. En les transportant outre-mer, on ouvre finalement ce que un autre philanthrope très très intéressant, lui aussi, Charles Lucas, a appelé la politique du débarras. Hein. La politique du débarras qui va se conjuguer avec l'essor de la mise en place de la colonisation et le besoin en main-d'œuvre qui en est résulté. Et évidemment, on songe à la conquête de l'Algérie en 1830, hein, et puis il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1848 sous la Seconde République. Il faut bien trouver de nouveaux esclaves. Ainsi va le monde. Alors de toute façon, au milieu du 19e siècle, quand on réfléchit, la flotte de guerre n'a plus besoin non plus de forçats pour le travail des arsenaux. Il y a des machines qui remplacent les hommes. Le seul souci qui demeure, c'est le souci de sécurité, c'est le souci donc de mettre finalement les délinquants au travail, hein, et de faire en sorte qu'ils ne soient pas dangereux. C'est ce que les galères avaient déjà fait. Alors la colonisation va modifier un peu la donne dans la mesure où le souci d'exclure demeure. Je pense que c'est évidemment le pivot, mais il va permettre la mise en place d'une sorte d'hypocrisie, hein, c'est-à-dire sembler donner aux bagnards la possibilité d'une nouvelle vie, donc de se régénérer, lui permettre un nouveau départ, et puis en même temps l'empêcher de nuire et de mettre en valeur ces territoires nouvellement conquis. Et c'est finalement la convergence de ces deux utopies qui va nous mettre en place ce que nous allons appeler les bagnes coloniaux, bien que, nous l'avons vu, l'idée de la transportation soit finalement une idée ancienne. Alors, cette politique du débarras, c'est à chaque fois couverte d'utopie humanitaire, et quasiment jusqu'au bout, hein, sans avoir honte. Une citation qui peut valoir absolument pour tout le travail sur la mise en place des bagnes coloniaux est celle du commissaire qui était à bord du premier convoi qui s'est achevé vers la Guyane. Hein, ce commissaire s'appelait Sarda Garriga.
Il avait mis fin à l'esclavage à La Réunion en 1848. Il convoyait 300 forçats et à l'arrivée en Guyane, il les a fait recevoir par un peloton d'honneur et leur a déclaré: Mes amis, il n'y a pas sous le soleil de plus beau pays que celui-ci, ni plus riche. Il est à vous. Le prince Louis-Napoléon m'envoie pour vous le partager. Vous allez descendre, travailler, préparer le terrain, élever des cases. Pendant ce temps, je vais parcourir la colonie. Je choisirai les sites les plus charmants, les cantons les plus fertiles, puis ces terres, cultivées en commun, seront partagées entre les plus méritants. Et c'est ainsi que s'ouvre le temps des bagnes coloniaux pour la France. Alors, je le signale, que s'achève ce temps pour la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'en 1868, la Grande-Bretagne a envoyé à Botany Bay quelques 162 000 condamnés. Mais à ce moment-là, la Grande-Bretagne estime qu'il est préférable d'ouvrir l'Australie à la colonisation libre et on transfère ces condamnés dans l'île voisine de Tasmanie. C'est-à-dire que nous commençons la saga des bagnes coloniaux quand l'Angleterre achève la sienne pour des raisons qui sont extrêmement précises, non pas humanitaires, mais estimant que c'était des bagnes qui n'étaient pas, en somme, rentables, C'est un peu l'histoire de la marine à voile et de la marine à rame. On met en place un beau corps de galère au moment donc où la marine à voile commence de s'implanter et nous allons ouvrir nos bagnes coloniaux au moment où la Grande-Bretagne, elle, s'aperçoit que ce n'est véritablement pas une bonne affaire. Enfin voilà. Alors nos bagnes coloniaux vont d'abord s'ouvrir par les bagnes militaires. Alors, j'aurais pu évidemment traiter beaucoup cette partie-là, mais ça n'a pas été le choix qui a été fait parce que c'est plus d'une conférence à elle toute seule. C'est l'armée, la première, qui s'est installée en Afrique du Nord. Elle y a installé tous ses ateliers disciplinaires. L'ensemble de ces complexes disciplinaires va prendre un surnom, c'est ce qu'on appellera Biribi, hein, auxquels s'ajouteront ce qu'on appelle les bataillons d'Afrique, les BADDAF, ces soldats qui ont participé d'ailleurs à toutes les conquêtes coloniales, qui reçoivent les soldats qui sont libérés des pénitenciers et qui accueillent d'ailleurs à partir de 1889 les conscrits qui ont été condamnés avant leur incorporation. Alors ce Biribi, bien sûr, c'est inséparable de l'expérience coloniale et en particulier de ce qui s'est passé en Afrique. L'Afrique vue dès le départ, l'Afrique du Nord vue dès le départ comme une terre d'exil, de souffrance, de non-droit, dont l'écrivain français Georges Darien, entre autres, a laissé un souvenir tout à fait poignant, très impressionnant, hein, dans un livre en 1890, auquel s'est ajouté le fameux reportage d'Albert Londres en 1924. Albert Londres a visité tous ces bagnes de Biribi, enfin en Afrique du Nord, et il en a laissé un recueil de témoignages intitulé Dante n'avait rien vu. Vous pouvez le lire, tout est publié dans la collection bouquins. Bon, il faut s'asseoir et puis prendre une bonne bouffée d'air avant. Les compagnies disciplinaires donc de l'armée ont formé un véritable archipel de bagnes. Elles ont suivi peu à peu les avancées de la conquête coloniale. Hein. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, le Sénégal, Madagascar, Obok sur la côte des Somalies, seule la décolonisation en verra la fin. Donc, il y a eu aussi d'autres bagnes moins connus à ce niveau qui ont été réservés aux seuls indigènes. Ce sont les bagnes de Poulo Condor dès 1861 au large de Saigon, hein, de Ho Chi Minh Ville maintenant, où on a mélangé 27 000 Indochinois
condamnés de droit commun avec des politiques qui étaient détenus dans les fameuses cages à tigres. Et c'est quelque chose qui a perduré jusqu'en 1954, hein, où furent enfermés d'ailleurs moult personnalités du futur Vietnam, dont en particulier l'épouse du futur vainqueur de Dien Bien Phu, le général Giap. Alors pour nous, la transportation civile, voilà, je vais vous montrer, vous voyez, pendant que nous y sommes, une carte. On peut regarder cette carte des colonies terre de bagne, hein. Voilà, et on voit que chaque pays qui a un empire colonial a ses bagnes. Voilà pour nous, donc Biribi, la Guyane, Pulo-Condor, la Nouvelle-Calédonie, etc. Alors pour nous, donc, nous allons commencer la transportation dès le milieu du 19e siècle. Nous avons 3 statuts qui ont réglé donc la mise en place des bagnes coloniaux. Dès 1850, la déportation outre-mer, qui existait d'ailleurs avant, puisque nous l'avons vu sous la Révolution française, sous le Directoire, hein. La déportation en enceinte fortifiée, disait-on, est réservée aux déportés politiques. Ça veut dire qu'ils étaient emprisonnés, mais qu'ils n'étaient pas astreints aux travaux forcés. Et c'est ainsi qu'en Afrique du Nord, on a emprisonné les insurgés de juin 1848, hein. On a également emprisonné les 6000 républicains au moment du coup d'État donc du prince Louis-Napoléon en 1851. Ils ont été déportés en Algérie, donc certains ont été déportés aussi dans les Marquises et puis quelques-uns en Guyane. C'est en vertu de cette loi qu'ont été déportés 4150 communards en 1872 en Nouvelle-Calédonie, dont Louise Michel en particulier, et qu'ont été déportés une centaine d'Algériens qui ont participé à la fameuse révolte du Bachaba El Mokrani en 1872. Donc la déportation politique. Et puis, à partir de 1864, une loi est mise en place, une loi sur la déportation, donc une loi de transportation des condamnés aux travaux forcés. Alors, cette loi, elle est extrêmement importante puisque les condamnés aux travaux forcés sont donc automatiquement condamnés au bagne soit de Nouvelle-Calédonie, soit de Guyane. Si on est condamné à plus de 8 ans de travaux forcés, on est exilé à vie, hein, on doit résider dans la colonie. Si on est condamné à moins de 8 ans, eh bien, c'est ce qu'on appelle le doublage, c'est-à-dire qu'on doit doubler sa peine, hein. Et puis on revient si on peut, c'est-à-dire si on a l'argent nécessaire. Donc, loi sur la transportation, voici ce qu'en disait, voici ce qu'en disait Napoléon III, il était devenu empereur. 6000 condamnés, refermés dans nos bagnes de Toulon, Brest et Rochefort, grèvent notre budget d'une charge énorme, se dépravent de plus en plus et menacent incessamment la société. Il a semblé possible de rendre la peine de travaux forcés plus efficace, moins dispendieuse, plus humaine au profit de la colonisation française. Tout est dit. Donc voilà comment on va déporter dans ces bagnes coloniaux. Je développerai dans la deuxième conférence donc ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie et puis en Guyane. Et le fait que l'on ait envoyé par contre en 1864 un premier convoi, alors on a envoyé, pardon, excusez-moi, un premier convoi donc en 1866 en Guyane. Mais l'expérience a tourné court
il y a eu énormément de mortalité, 40% des arrivants, si bien que dans un premier temps, on a fermé la Guyane et on a ouvert la Nouvelle-Calédonie. Et puis en 1894, parce que un gouverneur qui était en place, le gouverneur Fayet, a décidé qu'il fallait ouvrir la Nouvelle-Calédonie à la colonisation libre, eh bien à ce moment-là, on a fermé la transportation et on est revenu à la Guyane. On est revenu à la Guyane. Si bien que la Guyane est devenue cette fameuse terre de la grande punition, telle qu'on l'a appelée, hein. Et cette terre de la grande punition, on y a aggravé la punition avec le dernier arsenal, vous voyez, 3 lois, la déportation, hein, la transportation et la loi de 1885 sur la relégation. Cette loi-là, elle va être appliquée jusqu'en 1945. Alors, de quoi s'agit-il? Bien, là, il faut vraiment bien le signaler. Cette loi, c'est une loi qui est destinée à débarrasser le sol de la France, donc, des petits délinquants, des vagabonds, hein, de tous ceux qu'on a vus pendant des années rafler de cette façon-là, par une mécanique qui est quand même unique dans le droit pénal français. C'est une loi qui établit, je cite, hein, une présomption irréfragable d'incorrigibilité, c'est-à-dire qu'elle fixe un nombre de peines d'infraction, hein, une quantité d'infraction au-delà de laquelle un individu est déclaré inamendable au vu de la pénalité classique. Ce seuil, c'est ce qu'on appelle un quantum. Il est variable, il aménage plusieurs combinaisons qui, une fois atteintes, entraînent le prononcé obligatoire pour le juge de la peine de relégation. Alors, d'une part, cette loi disait qu'il y avait des irrécupérables pour le législateur et qu'il était nécessaire pour la bonne marche de la République, pour l'enracinement de la Troisième République, en somme, respectueuse des vertus morales et du droit de propriété, de se débarrasser des bons citoyens. Et les cibles de cette loi sont les individus qui sont des condamnés correctionnels en grande majorité, la moitié pour vol, vagabondage, ouvriers, journaliers agricoles sans emploi, dans un pays travaillé par le spectre de la commune et un pays qui a basculé dans l'ère industrielle avec tous les laissés pour compte, évidemment, que cela suppose. C'est le spectre de la récidive qui a poussé à mettre en place cette loi, peut-être avec l'introduction du casier judiciaire en 1851, ça a alimenté véritablement une grande peur bourgeoise qui s'est traduite par une campagne de presse formidable. Cette loi a été en particulier soutenue par 60 000 francs-maçons en France qui ont mis en place une grande pétition. Cette loi, elle n'a été dénoncée que par Clémenceau et quelques radicaux. Elle a été débattue sous le ministère Jules Ferry et présentée par le ministre de l'Intérieur qui était Pierre Waldeck-Rousseau. On étend donc la relégation pour les délinquants multirécidivistes pour mettre en valeur les terres coloniales. C'est une exil à vie. C'est un exil à vie, donc, en Guyane. Je vous donnerai les chiffres plus tard dans la deuxième conférence. C'est donc par évidence une loi d'inspiration politique qui prétendait régénérer l'individu en lui donnant une concession en arrivant au bout d'un certain temps, régénérer la terre par l'homme et l'homme par la terre, c'est la phrase classique. C'était en fait une vaste hypocrisie qui était au service d'une justice d'élimination, malgré les avertissements des autorités sanitaires de la marine, prévenant que la Guyane était un vaste marais où les Européens ne pouvaient ni vivre ni travailler. Autrement dit, les parlementaires français étaient parfaitement au courant. Voilà. Donc, peu importait, puisqu'on considérait ces gens finalement comme des déchets humains. C'est une mesure, il faut le souligner, qui n'a pas eu un effet sur son motif, c'est-à-dire la récidive. Et je vais terminer temporairement, puisque je vais reprendre avec la deuxième conférence, en disant qu'il n'est peut-être pas innocent
de souligner qu'elle est quasiment contemporaine avec la loi du tout à l'égout mise en place en 1889. Comme le disait le fameux gouverneur Fayet, auquel j'ai déjà fait allusion, le robinet d'eau sale coule de la métropole vers le bagne tropical, celui de Guyane, et vers celui des antipodes, celui de Nouvelle-Calédonie. C'est dans la deuxième conférence que nous verrons ce qui s'y passait exactement. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite de ne pas avoir eu trop de mal à suivre cette conférence de cette façon-là, et je pense qu'il serait bon que nous ayons des retours, nous disant si cela vous a satisfait ou non. Encore merci et à bientôt.